في بنادم في بلاده محجور لا حق الضايع يجري مقهور فرطته يطير يحرق ماشي للنور ناس أحلى ما بدها تفت في البابور. Merci M. Tariq Ramadan pour cette conférence. Je peux dire que dans votre conférence, je m'inscris. Je vais vous poser une question qui est un peu loin de sujet. Je ne suis pas français, donc je ne suis pas concerné par ces élections, mais bien sûr concerné par le sujet. Mais moi, j'aimerais vous poser une question sur le printemps arabe. Vous êtes une personne qui... vous avez eu du courage avant tout cela et vous avez critiqué le système politique en Tunisie, la dictature de Ben Ali, celle de Moubarak. Et je trouve ça très bien. Je vous ai entendu une fois dire que vous êtes marocain d'adoption. Et ben moi aussi je suis marocain et je me considère un peu comme un compatriote. Et j'aimerais vous poser une question. Je me méfie de ce qui va venir maintenant. Voilà, c'est pour ça que je me permets de poser cette question. Je la pose à M. Tariq Ramadan. Je fais partie du mouvement du 20 février. C'est un mouvement de contestation marocain qui s'inscrit dans cette mouvement, ce qu'on appelle le printemps arabe. On s'oppose au système politique instauré au Maroc, ce qu'on appelle la prison. Je pense que vous êtes déjà au courant de tout ça. J'ai suivi une de vos conférences il y a quelques mois à l'école de Yaveh, à Rabat, il y a 4 mois je crois. Et j'étais un peu, bon je ne veux pas dire déçu, mais j'étais un peu vexé que vous ne parliez pas de notre mouvement, alors que c'est un mouvement très important qui a changé beaucoup de choses au Maroc, et je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Bon, ma question elle est brève et claire. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement et du printemps arabe au Maroc, qui est, que vous considérez un peu comme notre pays? Merci. Vous serez politicien, mon fils. Moi, en fait, j'ai une question pour Alima Koubekia. Je suis d'accord avec elle sur son attache à l'Europe Écologie Les Verts. Je me suis moi-même engagé auprès d'Europe Écologie Les Verts. Et sur le papier, en fait, c'est très séduisant, en fait, leur politique. Par contre, j'ai eu un événement en juin dernier à Lyon. Une certaine Fatia Ben Ahmed, adjointe au maire du 9e arrondissement de Lyon, qui a célébré un mariage, un couple musulman, et qui a demandé à la mariée d'ôter son figel. Et moi, je peux concevoir qu'à l'intérieur d'une famille politique, il y ait des gens qui soient tordus, comme l'est cette Fatia Ben Ahmed. Par contre, ce qui m'a déçu, c'est la non-réaction de l'élite de cette organisation politique. Rien, pas un mot, Eva Joly, c'est du flot. Jean-Vincent Glacier, rien du tout. Donc, moi j'ai une question pour Alima Koubekia, mais peut-être que Tariq pourra répondre. Mais bien sûr, je vais... Comme membre dans une autre vie de génération écologie, je vais répondre. D'accord. Alors, ma question, c'est de savoir si je reste engagé auprès de cette organisation politique qui a une politique tout à fait intéressante, mais qui par ailleurs l'a trahi par son manque de courage. Et j'ai souvent entendu Eva Joly qui parlait beaucoup de courage. Alors ma question c'est, dois-je rester ou pas? Merci. Ça, c'est une discussion à avoir avec Halima. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Tariq. Oui, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Je voudrais rebondir sur tout ce que vous avez dit. Quand on vote pour un système, réinventer le champ politique. Donc vous avez donné des notions et des idées qu'un homme, ce que j'ai retenu dans tout ce fatras que j'ai regardé à droite à gauche, propose. Pas un homme politique. Parler d'un mouvement qui pourrait faire changer les choses. Ça peut se présenter sous forme d'un parti politique ou d'une association. C'est un homme qui s'appelle André Vélon, il est ex-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Il a connu ses tombées. Il a créé une association après l'arrêt du référendum en 2005 qui s'appelle Pôle Constituant. Indépendamment des partis politiques qui proposent ça, puisque lui, il propose ça par rapport à cette constitution qui serait fondée par les doléances du peuple, c'est-à-dire de nous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment il s'appelle? André Vélon. André Vélon. B-E-2-L-O-N. Donc il voudrait remettre tout à plat, parce que cette 5e République n'a plus de légitimité, et on aurait l'occasion, nous musulmans, tout peuple issu de l'immigration et du colonialisme français,
de pouvoir reposer les bons fondements de cette société, et pas simplement ça, avec tous les autres Français de souche entre guillemets, qui ont des doléances, sachant qu'il y a plein d'associations qui font des choses très intéressantes, on pourrait tous se regrouper pour mettre en place quelque chose de structuré et fonctionnel après les élections présidentielles, qui bien sûr mèneront qu'à un pantin qui sert à rien. Merci bien. Voilà, bonjour. Moi, j'ai envie de vous poser une question tout à fait simple, mais je ne vais pas allonger la sauce. Le problème dans notre communauté, c'est qu'on passe notre temps à soutenir les uns et les autres, à croire en eux, et puis dès qu'ils sont à un étage supérieur, qu'ils ont une responsabilité, et ben ils oublient leur engagement. Je fais beaucoup de colloques, beaucoup de séminaires, et il y a énormément de gens qui sont intéressés par la cause, et malheureusement, c'est toujours le même discours. Ils sont là à faire de nombres, à coller des affiches, à prendre leur week-end, à s'investir. Et dès que le responsable de l'association, le responsable du mouvement, a pris de la hauteur, et il marche sur les cadavres de ses concitoyens. Alors ça, c'est vraiment lamentable quand on sait que 300 000 Arméniens ont réussi à imposer leur point de vue concernant la loi sur la sanction la négation de ce qui s'est passé en Arménie, et que nous sommes 6 millions, et vous l'avez dit tout à l'heure, on peut nous cracher dessus, on peut nous tuer, on peut violer nos femmes, personne ne bouge. Non, c'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez exhorter ces futurs leaders d'opinion à être un peu plus modestes et à ne pas se servir de la masse pour s'élever et après trahir les causes? Et je voudrais remercier les organisateurs parce que j'ai vu qu'il y a énormément de femmes dans cette assemblée, parce que généralement on invite les hommes n'invitent pas leurs femmes ou leurs filles ou leurs sœurs. Et moi je suis ravi parce que c'est grâce à ce genre féminin que les choses peuvent avancer. Et je remercie les organisateurs pour cette initiative. Voilà. Bonjour, Tariq. Moi, la question que je voulais poser, c'est, tu as dit très justement qu'on n'avait pas de choix et qu'en tout cas, on ne pouvait parler que de moins mauvais, etc. Moi, je te demande si on ne peut pas aller quand même un peu plus loin, parce que c'est pire que ça. C'est le problème fondamentalement du vote et de la représentation. C'est-à-dire que si on n'a jamais le moindre contrôle, et c'est le cas dans le système actuel, sur les gens que l'on élit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout à nous rendre de compte une fois qu'ils sont élus, et c'est le cas, ils peuvent faire exactement noir s'ils ont dit blanc et blanc s'ils ont dit noir, et c'est vrai pas seulement de Sarkozy, mais de tous les candidats. Est-ce qu'on n'est pas forcément dans un système où au mieux on a Tony Blair à la place de Margaret Thatcher, où on a Obama, machin, où là on aura Hollande, on a failli avoir Strauss-Kahn, si c'est lui qui passe, etc. Et est-ce que c'est vraiment ça l'intérêt? Parce que moi je crois que pendant qu'on est mobilisés tous à se poser les questions de pour qui on va voter, quelle est la manière la plus utile d'eux, pendant ce temps, on n'organise pas ce que tu as dit, c'est-à-dire les mobilisations, les propositions alternatives, et régulièrement, quand c'est pas les présidentielles, c'est les législatives et c'est autre chose, on est concentré sur, alors moi je veux bien qu'on exhorte des futurs leaders d'opinion, mais enfin je ne crois pas que les exhortations elles vont nous mener très très loin. Salam alaikum. Je vous remercie pour votre intervention et pour cette conférence très intéressante. Moi, j'avais une question très précise sur votre positionnement quant à la discrimination positive. Pour ou contre? Bonsoir. Moi, je vais vous faire part un sentiment et je vous pose une question. Donc, en venant ici, j'ai cru comprendre qu'on allait parler de l'influence du vote musulman sur le présidentiel et je parle d'une certaine frustration. Parce qu'aujourd'hui, on me propose un choix à l'américaine, c'est-à-dire
que je voterai vraisemblablement Hollande par défaut de Sarkozy, réciproquement. Et là où je regrette quand même, parce que M. Ramadan, vous êtes ce qu'on appellerait un leader d'opinion, et à plus forte raison, vous êtes, entre guillemets, banni de certaines villes. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on ne rend pas nos frères et nos sœurs l'espoir et surtout l'importance de leur vote. Si vous me permettez, je vais vous donner 2 chiffres qui vont vous permettre de bien comprendre qu'aujourd'hui on ne doit plus raisonner à l'unité, mais qu'on doit raisonner en termes collectifs et la jouer collective. Il y a 568 000 élus dans ce pays et nous représentons 11% de l'électorat, c'est-à-dire 4,5 millions d'électeurs. Sachez aussi que Jacques Chirac est allé au second tour contre Jean-Marie Le Pen avec 5,2 millions d'électeurs. Les arabo-berbères musulmans sont en mesure aujourd'hui de faire et de défaire le président. Lorsque j'entends parler de discours qui nous ramènent à une immigration que j'ai jamais connue, ou à une intégration, ou que sais-je encore, à des efforts surhumains à faire pour pouvoir exister politiquement, je dis non. Je dis simplement aujourd'hui qu'il faut que les leaders d'opinion de nos communautés expliquent à leurs frères et à leurs sœurs que, contrairement à ce qu'on veut bien leur expliquer, ils sont beaucoup plus importants qu'ils n'y paraissent. Et croyez bien que le discours islamophobe qui se développe aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard lorsque l'on sait qu'un électeur sur 2 s'abstient en banlieue parisienne et que précisément ce même électeur est musulman et que précisément 23 villes sur 40, par exemple dans le 93, tiennent à 2 ou 3% de suffrage et qu'elles sont actuellement dans les mains de la gauche. Donc je dis aux arabo-berbères musulmans, prenez-vous en main, agitez-vous, impliquez-vous, et c'est qu'à partir du moment où vous mettrez en danger leur propre place, que là ils vous prendront en considération. Sinon vous serez dans l'incantation et on s'en sortira jamais. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est plus une remarque qu'une question. J'aurais aimé que votre verbe et que votre charisme soient certes beaucoup plus prolifiques pour notre communauté, parce que on a besoin aujourd'hui d'une méthodologie et d'un mode d'emploi. Donc c'est pas savoir pour qui on va voter, c'est en fait comment on va élever notre communauté en sachant que qui s'élève élève avec lui sa communauté. Merci. Je vais essayer de faire synthétiquement. Sur le mouvement du 20 février, ne vous en remettez pas simplement à ce que vous avez entendu sur Internet ou dans des interventions. Je parle du mouvement du 20 février dans le livre, je fais référence à ça, dans le livre sur le printemps arabe. Je mets en évidence les choses extrêmement intéressantes qui s'y sont déroulées par les alliances transversales entre des mouvements qui étaient certains islamistes, d'autres de la gauche, etc. Et donc, ce mouvement-là, avec ses revendications, je l'ai salué. Ce que j'ai mis en évidence, j'ai été interpellé dans des interventions quand j'étais même au Maroc, dans la Baïda, à Casa, sur s'il fallait oui ou non qu'on entende ces voix, et j'ai dit qu'il fallait qu'on entende ces voix. Il se trouve que le Maroc, par le jeu de la monarchie et de ceux qui sont autour de la monarchie, ont eu des politiques préventives de réforme ou d'apparente réforme pour essayer d'annihiler ce mouvement, ou en tout cas de l'empêcher d'atteindre la population. Et c'est là tout l'enjeu de ce mouvement-là, c'est est-ce que ce mouvement a la capacité de mobiliser suffisamment la population, au moins pour montrer que les réformes que nous avons aujourd'hui au Maroc ne sont que des aménagements, des structurettes, beaucoup plus que des vraies réformes. Aujourd'hui, c'est pas gagné du tout. Le mouvement du 20 février n'est pas du tout de la même nature que ce que l'on a pu voir en Tunisie ou ce qu'on a pu voir. C'est pas du tout de la même nature. Quand vous l'étudiez, vous le savez. Et puis, en même temps, il faut regarder le Maroc pour ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que sans doute avons-nous à la tête, dans l'entourage du roi, des personnes qui font une politique autrement plus habile que ce qu'on a pu voir autour de Ben Ali ou de ce qu'on a pu voir autour de Moubarak. C'est-à-dire un vrai travail sur les équilibres, sur l'évaluation du sentiment populaire, des réformes. Enfin, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était très très proche de la royauté, qui m'avait annoncé avant les élections le résultat des élections.
tout le monde savait. Donc en l'occurrence, mais lui, je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il assume de me le dire. Il assume on gère. Donc on gère la réforme dans ce cas-là. Donc à partir d'un certain moment, après, il faut une intelligence de la résistance. Il faut une intelligence de ce mouvement et je pense que ça doit se développer encore. Je ne suis pas sûr qu'on ait acquis la maturité de la compréhension des enjeux internes aujourd'hui. Comment il faut se positionner au niveau du Maroc. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'on pourrait aller comme c'est allé en Algérie ou comme c'est allé, pas en Algérie, je veux dire en Tunisie et en Égypte. C'est pas du tout la même chose aujourd'hui. Il va falloir que le Maroc trouve sa spécificité de résistance et de contre-pouvoir. Ça, c'est pas acquis encore. En tout cas, c'est mon impression, au vu de ceux avec lesquels j'ai pu discuter. Sur André Pelon, c'est comme ça ? Pelon ? Je ne le connais pas. Remettre les choses à plat, la position de principe, ça peut être des idées qui... Encore, il faudrait que j'étudie ceci, mais je pense que c'est de toute façon intéressant, en tout cas, de prendre cette position de principe. Mais moi, dans ce que j'ai entendu dans votre question et deux questions qui sont venues après, il y a une vraie question du leadership. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas mobiliser les populations en étant complètement à la marge de ce qu'elles représentent. Raison pour laquelle il faut que le mouvement dont on parle ou de ce que l'on veut soit transversal, mais qu'il y ait une vraie représentation de ce que c'est que la base. C'est-à-dire que les gens s'y reconnaissent. Aujourd'hui, ça demande, et moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur la nécessité. Moi d'abord, je ne suis pas un leader politique, je ne représente pas... je peux représenter une voix, mais je ne représente pas un type de positionnement politique, parce que je ne suis pas ici en France, dans mon pays, je ne vais pas jouer ce jeu-là, je vais être au service d'une idéologie, oui, de principes politiques, oui, ça c'est une évidence. Et si je vois un parti ou si je vois une organisation qui va dans ce sens-là, je serai à ses côtés. Ça ne fait pas de doute. Mais c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de l'émergence d'un vrai leadership. Et il y a une chose qui est vraie, c'est-à-dire un leadership qui, en arrivant à la position de leader, n'oublie pas d'où il vient. Comme d'ailleurs, vous devriez faire attention, quand vous vous positionnez comme Français, de ne pas oublier d'où vous venez. Je veux dire, moi je suis content, je veux dire, la conscience du Sud en France, il faut qu'elle soit affirmée, et ceux qui peuvent l'amener, c'est vous. C'est-à-dire, on ne sera pas des anciens colonisés, on ne sera pas l'arabe prête faire valoir, on ne sera pas tout ça, mais ça, il faut aussi développer cette attitude. Donc, il faut un vrai leadership qui s'inscrive dans cette dynamique-là, avec un certain nombre de principes, savoir d'où on vient, savoir ce que l'on défend. Et ça m'amène à je rebondis sur votre dernière intervention. Je peux concevoir, encore une fois, je déçois énormément de monde qui s'attendrait dans mes interventions à mobiliser quelque chose qui serait le vote communautaire ou le vote arabe. Écoutez, moi, d'abord, c'est pas ce que je crois. 2, c'est pas ma fonction. Et 3, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça parce que d'abord, c'est vrai qu'il n'y a pas de vote communautaire. Il n'y en a pas. Et moi, je vais vous dire une chose, j'ai un grand problème avec un certain nombre de leaders musulmans sur leur positionnement politique. Ils me font peur. J'ai vu des gens accueillir Sarkozy en disant « notre ami Sarkozy ». Bon. Après, vous faites quoi? Un vote communautaire sur quoi? Sur Sarkozy? Ou sur Hollande? Parce qu'il a autour de lui 2 ou 3 personnes qui, soi-disant... je veux dire, moi j'ai vu des gens qui, quand ils arrivent au sommet politique, ils ont beau s'appeler Ahmad, ou ils ont beau s'appeler Ali, ou Karim, ou ce que vous voulez, il y en a, ils sont aussi tordus que tous les autres. Donc il n'y a pas de vote communautaire. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est développer une communauté de principes. Une communauté dont la caractéristique de la communauté, c'est une communauté qui s'appuie sur des principes. Et que tu sois blanc, que tu sois athée, que tu sois agnostique, que tu sois musulman, ou chrétien, ou ce que tu veux, si c'est tes principes qui font ton appartenance politique, alors tu es des miens, et je suis des tiens. Mais cette idée que parce qu'on vient de la même chose et qu'on a la même religion, ou parce qu'on est berbère, ou parce qu'on est africain, on va se retrouver... Mais attendez, mais regardez ce que c'est que les communautés qui viennent du Sud, ils sont divisés, entre eux il y a du racisme. Il y a du racisme. Où ils sont les gens qui viennent d'Afrique occidentale ici et qui sont français? Ils sont où les Sénégalais français qui viennent du Sénégal? Ils sont où? Parce que la réalité, c'est qu'il y a une discrimination raciale entre nous.
Et donc après, vous pensez qu'il va y avoir un vote communautaire? Non, il faut une communauté de principes. Il faut une communauté politique de principes, une communauté idéologique de principes, une communauté politique éthique, et qui va ratisser. Mais ça ne veut pas dire qu'on en oublie une représentation de base qui est réelle. Il y a des gens qui sont discriminés, qui représentent quelque chose. Donc il faut jouer sur les deux. La représentation d'une origine et la transversalité des principes. Voilà ce que je proposerais. Mais venir appeler les gens à voter comme ci ou comme ça, parce que finalement, on est de la même religion, non. Puis il y en a qui aimeraient bien qu'on fasse ça, parce qu'on tomberait dans leur piège. Il y en a qui ont envie qu'on fasse exactement ça. Et il y en a qui s'intéressent aux cités que juste avant les élections. Des imposteurs. C'est des positions électoralistes. Ils disent défendre des principes de justice, mais c'est des imposteurs sur la question de la justice parce qu'ils ne l'utilisent que quand elle leur permettrait de gagner des votes. Donc moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mes excuses si je vous ai déçu sur cela. Mais ça ne veut pas dire, permettez-moi quand même de dire une chose, ça ne veut pas dire, j'espère, et j'espère que vous ne l'aurez pas compris comme ça, que mon propos sur le plan de l'engagement politique soit quelque chose qui couperait l'élan aux populations et qui couperait leurs espoirs. Au contraire, si j'essaie de dire quelque chose, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire l'espoir dans le contre-pouvoir, l'espoir dans la mobilisation, dans une espèce de dimension qui s'appuie sur moi, ce que j'appelle finalement, pour moi, de là où je viens, c'est une spiritualité active, c'est une spiritualité responsable, c'est une spiritualité qui se traduit dans l'acte politique éthique et qui dit aux gens ne perdez pas espoir, justement. Ne perdez pas espoir, il n'y a pas d'espoir à perdre, il y a au contraire à faire, mais pas n'importe comment. Ne mettez pas vos espoirs dans de fausses stratégies. Parce que le pire, c'est de mettre ses espoirs dans de fausses stratégies, et alors là, on est encore plus bas, parce qu'on est tellement déçus de ce que les promesses qu'on s'était faites au départ. Donc je ne suis pas du tout dans l'engagement, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu nous dis qu'au fond, quel choix, il n'y en a pas de choix. » Non, il faut constater les choses, mais ne pas avoir de choix entre eux, ça ne veut pas dire ne pas avoir de choix pour soi. Entre ce qu'on nous présente et ce qu'on propose, il y a un choix. Il y a le choix de ce qu'on propose, à l'inverse de choix qu'on nous propose, qu'on met en face de nous. Et donc ici, ça me paraît être aussi important de le dire. Et ce que tu as dit par ailleurs sur le fait que c'est encore peut-être pire que la façon dont je dessine ou le portrait que je dessine parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faudrait penser à la représentation et penser à... C'est un peu dans ce sens-là. Je veux dire que ma réponse, elle intègre ce que j'aurais donné comme réponse à ce que tu proposes, à savoir qu'effectivement, il faut que nous pensions aux représentations réelles des statuts sociaux dans cette société-là, qui représente qui, des populations également. Donc il faut jouer sur cette dimension de la représentation pour proposer autre chose. Et puis, encore une fois, je le dis avec une idée des dynamiques collectives. Mais comprenez bien aussi ma position. Moi, je ne suis pas simplement dans le vœu de sanction et on s'arrête. Vous avez bien compris que j'ai deux attitudes qui sont différentes entre ce que pourrait être le premier et ce que pourrait être le deuxième. Entre le choix du plus mauvais qui m'impose de comprendre, d'avoir un cadre, et ça, il faut appeler la conscience politique à étudier, qu'est-ce que disent et qu'est-ce que proposent, et puis ensuite, au deuxième tour, à un moment donné, de dire non, ce choix-là, non, on ne le veut pas, mais pas uniquement dans l'abstention. Parce que ça me paraît être problématique, mais pas uniquement dans la sanction. C'est-à-dire sanction, proposition en même temps. Il faut développer quelque chose qui s'appuie sur la façon dont vous gérez le pouvoir ne nous convient pas. On a d'autres propositions à faire que ce qui nous est proposé aujourd'hui au niveau des élections présidentielles. Après, la seule chose que je pourrais dire, c'est que je ne suis pas sûr, en fait je suis même certain, qu'il y a quand même un énorme problème. Et que ce problème, il n'est pas du tout d'ordre politique, il est d'ordre psychologique. Je pense que tous ceux qui sont dans cette salle-là et tous ceux que je rencontre, conférence après conférence, rencontre après rencontre, et qui sont des milliers, des dizaines de milliers, en fait, mon grand problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont. Et que ça, c'est un pouvoir, mais je veux dire, franchement,
cette population-là, de la conscience. Et encore une fois, c'est transversal, hein, c'est pas uniquement les indignés de la marge, ou c'est pas simplement ceux d'origine arabe, non, c'est quelque chose qui habite ce pays, qui est, encore une fois, qu'on trouve chez beaucoup de gens. Je veux dire, vous vous rendez pas compte, moi, il y a quelque chose qui a changé, je m'en suis même pas rendu compte, même par rapport à mon propos. Vous savez qu'il y a 25 ans, 99% du public qui venait à ma rencontre était complètement d'origine d'Afrique du Nord ou d'Afrique. Mais ça a complètement changé, ça. Il y a une ouverture, parce que les gens commencent à... Votre présence sur le terrain, votre connexion avec la population est en train d'ouvrir des esprits de gens qui sont en train de se dire « Attendez, il y a un problème là ». Donc il y a une vraie conscience au niveau des populations qui sort simplement de nos communautés ethniques dans lesquelles ça s'ouvre. Et quand vous vous rendez compte de ça, vous vous dites « Mais je comprends pourquoi ils nous stigmatisent, pourquoi ils veulent systématiquement nous renvoyer à la marge. » Parce qu'ils savent le pouvoir que l'on a si on se rend compte qu'on est dans le texte. Et donc maintenant, c'est ça qu'il faut se dire, c'est traduire à la population la plus grande note d'espoir qui puisse être, c'est si seulement vous vous rendiez compte, vous étiez conscient du pouvoir que vous avez, du pouvoir de ce contre-pouvoir, du pouvoir de proposition, et du pouvoir, parce que c'est vrai aussi, du nombre et de la force de contestation. Si vous preniez conscience de vos moyens, eh bien, vous auriez les moyens de cette conscience-là, de cette conscience politique, de ce changement-là. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, qu'il faut. Moi, en tout cas, je me suis inscrit pendant quelque temps dans ce travail-là, de renvoyer à la base la conscience de sa force. Et d'envoyer au pouvoir la conscience de sa fragilité, qu'on n'est pas dupe. Donc, à partir de là, c'est à chacun d'entre nous qu'il advient de s'équiper ou de s'armer pour pouvoir mener ceci à bien. Merci à vous, bonne soirée.